Jean-Paul Bout, qui a joué un rôle majeur à EDF, notamment quand il fut directeur de la stratégie de la prospective. Et depuis quelques années, il contribue au débat sur l'énergie de façon très profonde par ses écrits. Et je vous conseille son dernier ouvrage, qui est sorti en 2023, qui s'appelle tout simplement Énergie, au PUF. Un livre que j'aurais aimé écrire, mais il l'a fait. C'est un livre absolument remarquable. Jean-Paul, à toi. Merci beaucoup, Marc. Et merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque et pour cette invitation. Alors, il faut juste que je maîtrise moi aussi la technologie. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant, au fond, dans l'esprit de continuer la discussion qu'on a commencée à partir de cette histoire de longue période que nous propose Kyle Harper. Je vais vous parler maintenant donc, de souveraineté énergétique, des enjeux industriels et du rôle de l'État dans la transition énergétique. Alors, souveraineté énergétique, enjeux industriels, rôle de l'État, ces mots avaient été, au fond, un peu progressivement oubliés ces dernières décennies en Europe. Et ils ont retrouvé, comme vous le savez, une actualité forte avec les crises récentes, la pandémie et la crise énergétique liée au conflit Russie-Ukraine. Donc je vais vous proposer dans ma présentation de faire dans une première partie, de redonner dans une première partie quelques éléments de problématique pour comprendre pourquoi ces mots reviennent dans les débats avec les crises, quelle pourrait être leur signification et pourquoi ces notions sont importantes pour conduire la transition énergétique dans un monde, on le voit encore récemment, qui est marqué par le retour de la géopolitique et le retour des conflits et des risques de conflits. Puis, j'évoquerai 3 exemples dans une deuxième partie de réussite en termes de souveraineté et de maîtrise industrielle, en interrogeant d'abord l'histoire avec le programme nucléaire civil français, puis les pratiques d'autres grands pays, la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Alors d'abord sur la problématique. Donc les 2 crises récentes, pourquoi au fond à nouveau ces mots de souveraineté énergétique, enjeux industriels et d'intervention de l'État sur ces sujets? Alors, quelques mots rapides. La crise énergétique, on l'a bien en tête, liée au conflit Russie-Ukraine. En fait, il faut réaliser que c'est une crise économique particulièrement importante pour l'Europe. C'est un choc gazier équivalent au choc pétrolier des années 70, avec les prix du gaz qui ont monté en Europe, les prix à court terme du gaz qui ont monté en Europe et qui ont été multipliés d'environ 5 à 10 dans l'année 2022. Et ce choc est de plus asymétrique, au sens où il est, alors non seulement asymétrique par rapport aux États-Unis, évidemment producteurs de gaz de schiste à peu cher, hein, mais aussi par rapport aux grands consommateurs comme la Chine. Et à cela, il y a 3 raisons. D'abord, la dépendance significative du mix énergétique au gaz, y compris dans l'électricité, une dépendance excessive au gaz russe, et aussi des contrats de long terme gaz indexés sur les prix spot du gaz, y compris les contrats existants, et sans possibilité de basculer de façon significative sur d'autres sources d'énergie, à la différence de la Chine ou du Japon. Et donc ce choc gazier, équivalent au choc pétrolier des années 70, est lié au fond, d'une part au tropisme de l'Union européenne en faveur des prix de court terme, et d'autre part à un mix européen peu robuste aux crises géopolitiques. Alors, à ça s'ajoute la crise de la Covid, juste avant, qui, elle, va révéler la fragilité des chaînes d'approvisionnement industrielles mondiales et l'importance de notre dépendance de la Chine concernant la plupart des convertisseurs d'énergie bas carbone, comme le photovoltaïque ou les batteries. Au fond, ces 2 crises sont bien le symptôme d'une dégradation progressive de la souveraineté énergétique de l'Europe comme de la France durant ces 3 dernières décennies. Cette dégradation de la souveraineté se traduit de 2 façons. Un écart sur les prix de plus en plus important et de plus en plus préoccupant par rapport aux États-Unis et à la Chine, avec des risques de délocalisation d'une partie de l'industrie européenne. On le voit avec les réactions d'une partie de l'industrie allemande aujourd'hui, et une dépendance excessive concernant les sources d'énergie et les convertisseurs d'énergie dans un monde où, comme je le disais au début, les conflits géopolitiques se développent. Donc cette dégradation est liée
comme je viens de l'évoquer, à une confiance excessive dans les marchés à court terme de l'énergie. Donc Jacques Percebois en reparlera tout à l'heure. Ils sont aussi liés à des choix de mix énergétique qui sont fondés sur une prospective des risques et des technologies insuffisantes. Et surtout, et c'est l'élément probablement le plus préoccupant pour l'avenir, elles révèlent une perte de la maîtrise industrielle concernant la plupart des technologies bas carbone par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Alors, quelques mots sur la notion de souveraineté. Cette notion est profondément liée à l'émergence des États en Europe à la fin du Moyen-Âge et à l'aube des temps modernes. Elle traduit la capacité d'un peuple d'être libre de ses choix et aussi sa capacité collective à mettre en œuvre dans la durée ses projets de développement économique et social en s'appuyant précisément sur les États. Donc la souveraineté énergétique d'un État, je pense à deux volets qui sont profondément liés. La résilience face aux risques et aux crises géopolitiques, pandémiques ou autres, on pense d'abord à ça, mais aussi la disponibilité d'une énergie dont les coûts en travail humain, comme je le disais tout à l'heure, sont assez bas pour permettre un développement à long terme. Au fond, si on ramassait la chose, on pourrait dire que sans puissance économique et industrielle, grâce à la maîtrise des coûts de l'énergie, pas de souveraineté et pas de marge de manœuvre pour un pays. C'était d'ailleurs la conviction du général de Gaulle en juin 1940, quand il parie sur la puissance industrielle et énergétique des États-Unis, et c'est à nouveau sa conviction en 1958, quand il revient au pouvoir et qu'il accélère le programme nucléaire français. C'est également la conviction de Jean Monnet, le négociant libéral, un monde un peu différent de celui du général de Gaulle, a priori, lorsqu'il rencontre Roosevelt dès 1938 aux États-Unis pour préparer le basculement de l'industrie américaine vers la fabrication d'avions militaires et de tanks. Et ce n'est pas un hasard si le général de Gaulle a proposé à Jean Monnet d'être commissaire général au plan. C'est une petite annonce de ce dont je parlerai dans un instant sur l'histoire de la réussite du programme nucléaire civil. Alors, on sait aussi que la souveraineté d'un État est toujours insérée dans un réseau d'échanges et dans des relations avec d'autres États souverains qui leur permettent de bénéficier de coopérations mutuellement avantageuses. La souveraineté ne peut donc pas être l'autarcie. Et les États disposent, heureusement, de plusieurs outils pour bénéficier de ces coopérations, mais aussi pour éviter des dépendances excessives en cas de crise. Diversification des approvisionnements, sécurisation des routes maritimes et terrestres, constitution de stocks stratégiques, très important pour le nucléaire, diversification des mix avec des technologies produites localement, ça c'est un point évidemment fondamental, ou la capacité à produire rapidement ces technologies si besoin, en étant sur le seuil, un peu comme on parle d'être sur le seuil pour la capacité à maîtriser l'arme atomique. Enfin, avec la transition bas carbone, la sécurité d'approvisionnement sera de moins en moins liée aux sources d'énergie, ou disons, peut-être la mauvaise formule, mais elle sera moins liée à des sources d'énergie comme le pétrole et le gaz, bien sûr, et de plus en plus liée à la maîtrise des chaînes de valeur, des convertisseurs d'énergie bas carbone, ainsi qu'à la fiabilité des grands systèmes de convertisseurs comme les réseaux d'électricité. L'électricité va jouer un rôle clé puisqu'elle va passer d'environ 40% de l'énergie primaire, je prends ce chiffre au lieu de l'énergie finale parce que je pense qu'il est beaucoup plus pertinent, à 60 ou 70% de l'énergie primaire, dans les scénarios net zéro émission. Donc peut-être dernier point sur cette problématique, pour revenir sur ce dont on discutait tout à l'heure, sur l'histoire sur longue période, pour le formuler peut-être autrement, on pourrait dire que l'histoire des transitions énergétiques est en effet souvent racontée comme la découverte d'une source d'énergie nouvelle qui remplace les précédentes qui sont épuisées, comme le disait Karl Harper tout à l'heure. Après le bois, le charbon, puis le pétrole, puis l'uranium et le soleil. Il me semble que, effectivement, c'est un point qu'il vaut mieux présenter, comme Karl Harper l'a dit tout à l'heure, et que c'est de moins en moins le problème, avec notre niveau scientifique et technique, qui nous donne, en théorie, accès à un potentiel considérable de sources, de l'énergie chimique à l'énergie solaire ou nucléaire. Et donc cette histoire longue de l'énergie me semble permettre ainsi de déplacer l'attention des sources vers les convertisseurs d'énergie qui permettent précisément d'utiliser l'ensemble de ces sources d'énergie. Des centrales hydrauliques, des panneaux photovoltaïques, des centrales nucléaires, etc. Et donc la vraie rareté se situe, à mon sens, moins du côté des sources que du côté de l'innovation concernant de nouveaux convertisseurs plus performants
Et donc la performance, comme on le voyait sur les courbes, de gain de performance sur les batteries, etc., est clé. Et surtout, dans la capacité à produire à faible coût en effort humain pour les rendre disponibles au plus grand nombre. Donc une transition énergétique, au fond, c'est bien une révolution industrielle. Et l'enjeu principal se situe dans l'accès économique et dans l'accès industriel aux technologies. Il faut donc s'assurer de la maîtrise industrielle de ces convertisseurs et aussi de la cohérence de ces systèmes interconnectés d'énergie, de convertisseurs d'énergie, ce qui justement permet de revenir sur l'État, parce que c'est bien ça le cœur du rôle de l'État, de son intervention, c'est de s'assurer de cette maîtrise industrielle et de s'assurer de cette cohérence. Alors évidemment, intervention qui doit être ciblée là où les enjeux collectifs sont majeurs et là où il y a des échecs de marché qui sont significatifs. Et donc pour ça, il faut que l'État s'organise pour disposer d'une prospective géologique et technologique, pour choisir les mix énergétiques qui sont les plus adaptés. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il rapproche savants et artisans, comme Joël Moukir en parle souvent, science et industrie, c'est Tycho Brahe avec Kepler, pour l'innovation. Et puis, il faut coordonner les filières industrielles pour qu'elles réalisent les grands projets d'infrastructures énergétiques. Alors, premier exemple, le programme nucléaire civil. Ouais, d'accord, j'ai toujours une petite hésitation. Donc, le programme nucléaire civil. Donc, je rappelle, parce qu'on l'oublie, la réalisation de ce programme, c'est vraiment une transition énergétique exceptionnelle dans le monde. En termes de rapidité, d'abord, en 10-15 ans, de 74 à 90, on a construit 4 à 6 tranches par an et on a changé pratiquement complètement la structure du mix électrique français pour atteindre, avec le nucléaire à 75% du mix électrique et l'hydraulique à plus de 10%, un mix en France quasi décarboné. Le deuxième point, c'est que les coûts d'investissement ont été divisés par 2, les coûts d'investissement des centrales nucléaires par 2 par rapport à celles des États-Unis pour la même technologie. Et donc les prix de l'électricité comptent et ont compté parmi les plus bas d'Europe. Et puis enfin, la maîtrise, si on pense souveraineté au sens de résilience par rapport aux crises, la maîtrise des maillons de la chaîne pour la souveraineté est assurée, concernant notamment l'enrichissement, la fabrication des pièces sensibles du réacteur et la francisation de la licence Westinghouse. Alors pour comprendre cette réussite, je pense qu'il faut vraiment sortir des idées reçues et il faut renoncer au récit habituel. Ce récit habituel, au fond, on peut le résumer en 3, si je suis un peu caricatural, on peut dire voilà ce que racontent les gens. Le programme nucléaire français se décide d'un clic, en appuyant sur un bouton, en 1974, et en réaction à un seul événement, le choc pétrolier 73. Deuxième explication, deuxième point, c'est grâce à la copie de la technologie Westinghouse américaine. Et troisième point, on s'appuie sur la tradition colbertiste bien connue d'intervention de l'État en France. Alors je voudrais juste dire que ces points sont, à mon sens, tout à fait inexacts et traduisent surtout une méconnaissance de ce que représente une transition d'ampleur, ce qui est quand même l'enjeu pour nous dans les temps qui viennent. Ce programme, lancé en 74-75, en fait, il est préparé dès les années 50, en réaction aux problèmes d'approvisionnement de la France dans les 2 dernières guerres mondiales, avec l'objectif clair de sortir la France de sa dépendance aux énergies fossiles qu'elle doit importer, pétrole, mais aussi charbon, dès la fin du XIXe siècle, et de lui donner une énergie compétitive pour sa modernisation. Le deuxième point, c'est que la France, en fait, se met à la frontière technologique sur le nucléaire quasiment seule, dès le début des années 50, précisément parce que les États-Unis refusent de coopérer jusqu'au milieu des années 60. Et c'est justement ce long apprentissage technique et industriel par la France, seule, presque seule, des filières graphite-gaz, eau légère, eau lourde d'ailleurs aussi, dans les années 50 et 60, qui permet au tissu industriel d'être prêt en 1974 à construire 5 réacteurs par an. S'il y avait juste la simple copie des plans Westinghouse, je pense qu'on y serait encore. Et puis le dernier point, c'est entre la France de Colbert et la France de la 4e et de la 5e République, il y a un certain nombre d'événements, dont la France de la 3e République. Et la France de la 3e République, pour le dire aussi là trop vite, elle s'inscrit d'abord dans l'héritage libéral de la Révolution, et cet héritage a peu en commun avec l'organisation de l'État inédite qui se met en place à la Seconde Guerre mondiale pour la gestion des grands projets industriels comme le nucléaire et le spatial. Donc au fond, ce qui frappe plutôt, me semble-t-il, à la lecture de cette histoire, c'est au contraire cette étonnante capacité d'organisation
d'innovation dans l'organisation, en fait, que sur le plan d'innovation dans l'organisation et aussi sur le plan technique, sur près, avec persévérance, de 3 décennies. Et donc, voilà, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il a fallu savoir faire évoluer fortement les organisations, les modes de fonctionnement de l'État, mais aussi autour de lui, dans le monde industriel, en fonction de la maturité des technologies, au fil des grandes étapes de cette période, les prototypes, les démonstrateurs industriels et le choix de la filière, et enfin la préparation du déploiement massif. Alors, je vais peut-être faire un zoom. Il faut que j'arrive à appuyer. Voilà. Je vais faire un zoom rapide sur ces 3 étapes de préparation. Le point le plus important, c'est vraiment qu'elles illustrent. Hein, on voit bien qu'à chaque fois, il y a des enjeux nouveaux, et elles illustrent cette capacité à innover sur les modes de coopération pour gérer des projets complexes, scientifiques et techniques. Et l'autre point important, c'est vraiment à quel point les dirigeants politiques à cette époque ont été à l'écoute des ingénieurs, des industriels, des scientifiques pour décider. Et je pense que ce sont les 2 éléments qui permettent peut-être d'avoir quelques clés de lecture de cette réussite. Alors, première étape, les enjeux, c'est vraiment l'industrie. Les scientifiques français, en 1945-50, sont parmi les meilleurs. Il y a Joliot-Curie, Perrin. Le problème, c'est que le tissu industriel français, il a pratiquement 30 ans de retard. Et donc, c'est ce que Pierre Guillaumat, qui dirige le CEA à ce moment-là, CEA qui, lui, est vraiment le pilote de cette première phase, puisqu'il s'agit de faire les prototypes, va tout de suite comprendre. Et donc, il va embaucher Pierre Taranger, qui vient de Pétrole, créer une direction industrielle au cœur du CEA, et en même temps faire défiler au CEA tous les ingénieurs qui étaient dans l'industrie, à commencer par ceux d'EDF, pour les former au génie atomique. Et donc on voit bien là comment ce rapprochement savant-artisan, hein, dont on parle souvent, se réalise pour pouvoir faire monter en puissance l'industrie française, monter en puissance au sens simplement où elles comprennent qu'il faut s'inspirer plus de la science pour faire de l'industrie et pour moderniser un peu ces usines. Et puis il va tout de suite voir qu'il faut préparer le cycle du combustible. Deuxième étape, de 1960 à 1970, il faut passer ensuite aux démonstrateurs industriels pour choisir la filière. Là, on change un peu de registre. Il faut vraiment commencer à viser l'économie en termes de travail humain. Il faut pouvoir faire une électricité pas chère. C'est quand même ça l'enjeu du pays. On n'en est plus à juste essayer de maîtriser un peu des affaires un peu complexes que sont les piles. Et donc, c'est EDF qui prend le pilotage, avec le CEA, bien sûr. Et là, il s'agit vraiment de faire des démonstrateurs industriels de grande taille, mais en inventant, en expérimentant. Alors, quand on expérimente, généralement, ça casse. Et donc, il y a plein d'incidents. C'est absolument effrayant. Donc, de la corrosion, des fissures, de la vibration. Enfin bon, il y a bien plus encore qu'aujourd'hui. Hein. Et c'est normal. Par contre, il faut trouver un mode d'organisation et de fonctionnement adapté. Et donc, pour ça, il faut savoir prendre des risques importants, analyser vite les difficultés techniques, avoir des plans A, des plans B, des plans C, et à tous les niveaux logiques. C'est-à-dire, il faut pouvoir remplacer les cuves en acier par des cuves en béton précontraint, mais il faut aussi, justement, savoir dire, ben là, il faut essayer une autre filière industrielle, ou il faut essayer une autre licence. Alors évidemment, tout ça suppose d'être branché sur le politique pour les moments clés où il faut prendre des décisions. C'est vrai, dès le début, en particulier, il faut avoir en tête juste un exemple, c'est en 1958 qu'on décide de commencer à regarder de plus près les réacteurs à eau légère. C'est le général de Gaulle qui autorise en fait le projet de chose A qu'on va réaliser avec la technologie Westinghouse, déjà alors, avec les électriciens belges, à condition, dit-il, qu'EDF ait la maîtrise de l'exploitation du réacteur. Et on va commencer, dès cette époque, pour la propulsion militaire, le CEA va commencer à monter une compétence sur les réacteurs à eau légère. Vous voyez, il faut le faire à l'avance quand même. Hein. Voilà. Et donc, tout ça va permettre, on arrive dans les années 68, 69, 70, Pompidou est président de la République, il s'appuie sur Bernard Eisenberg, qui est son conseiller industriel, et puis sur tout le système des commissions du plan, de la commission Péon, etc. Donc il y a de nouveau organisation, mode de fonctionnement de l'État, qui mobilise les industriels. Il décide qu'il faut faire un appel d'offres sur 2 tranches, graphite gaz d'abord, puis ensuite réacteurs à eau légère sur Fessenheim. C'est clairement les réacteurs à eau légère qui sont beaucoup moins chers. Et là, le travail
de longue haleine qui a été fait sur la souveraineté porte ses fruits. En particulier, on maîtrise l'usine d'enrichissement de Pierre Latte rentre en service, on maîtrise l'enrichissement, on maîtrise l'ensemble des maillons clés. Et donc, Pompidou va décider, entre 69 et 71, un premier programme nucléaire, très important, 1 à 2 tranches par an, sur les 10 années qui suivent. C'est ça qui explique que Fessenheim arrive en service en 1977, parce que s'il avait été décidé en 1974, Fessenheim ne serait pas en service en 1977. Et puis, troisième étape, le déploiement massif. Donc là, le choc pétrolier 73, là, Pompidou décide, au vu de ce choc pétrolier en 73-74, de passer de 1 à 2 tranches par an à 4 à 5 tranches par an. Et alors là, de nouveau, changement de décor. Il faut arrêter les expériences. Bon, il faut stabiliser le design et il faut standardiser, il faut faire des séries. Donc on change d'organisation. Michel Hugues, Marcel Boiteux mettent en place cette nouvelle organisation de fer. La même chose se produit au CEA, la même chose se produit à Framatome. Framatome va construire en 18 mois une nouvelle usine pour être capable de faire 8 cuves par an. 8 cuves par an, donc 8 réacteurs par an, si vous voulez, hein, si c'était vrai. Et donc le politique est confiant et donc on y va. Voilà. Donc après ce petit résumé rapide, mais bon, ça va, j'ai réussi là? Non. Voilà, il faut que j'appuie plus fort. Ouais. Donc au fond, pour faire un petit résumé des points principaux, on peut dire que pour moi, il me semble que 4 éléments ont contribué à cette préparation réussie. Le premier, c'est une vision et des finalités portées par le politique et partagées par les acteurs. Oui, le progrès économique et la souveraineté sont possibles ensemble, à condition de s'appuyer sur la science et l'industrie, et la maîtrise industrielle au service de ces deux objectifs. Et la prospective comme la stratégie doivent être orientées sur la mise en œuvre, sur l'action, hein, pas sur les paroles, sur l'action, sur le résultat. L'État doit assumer son rôle, et il assume son rôle, déterminé et mesuré. Voilà, pour ceux qui aiment les Grecs, ils comprendront pourquoi j'utilise ces mots, pour la modernisation du pays. L'État doit intervenir de façon déterminée, mais uniquement sur les enjeux prioritaires du pays. Et donc ça suppose une prospective qui hiérarchise. C'était bien ça l'idée de Jean Monnet. Il y a vraiment des priorités. L'État doit s'occuper de peu de choses, mais les choses importantes. Il doit apporter, cet État, une attention particulière à la formation des responsables et des dirigeants, une formation qui doit être un peu ouverte à tous, mais enfin bon, surtout pour les dirigeants. Et là, si vous regardez les cours dispensés à l'ENA sur cette période qui commence en 1947, vous voyez le cours de Louis Armand, le cours de Pierre Mendès France, c'est la même chose dans l'agriculture, etc. Donc c'est des cours remarquables. Hein, voilà. Donc je ne développe pas plus, mais il faudra regarder ça de plus près. On n'a pas des cours comme cela, ni à l'ENA, ni à Polytechnique aujourd'hui, pour tout vous dire. Je n'ai enseigné à Polytechnique. Non, ça n'existe. Il y a des tas de choses intéressantes, mais pas ça. Une organisation de l'État responsabilisante, largement impulsée par le général de Gaulle, avec des organisations industrielles et scientifiques qui sont vraiment responsabilisantes. Vous allez avoir, sur cette période-là, le CEA-EDF créé en 1945, puis ensuite le CNES, l'ONERA pour le spatial, la Direction générale de l'armement et son ancêtre pour l'armement, et des modes de fonctionnement qui permettent vraiment une forte concertation, des diagnostics sans complaisance et la gestion des conflits. Donc c'est le fonctionnement des groupes du plan, c'est le fonctionnement de la commission Péon, c'est le fonctionnement des comités EDF, CEA, etc. Et puis, le dernier, peut-être le plus important, me semble-t-il, c'est que vraiment l'État est doté des meilleures compétences industrielles et scientifiques. Les principaux responsables à EDF, au CEA, je pense à ceux d'EDF en particulier, Massé, Pierre Massé, André Dessel, le directeur général pendant la période des années 60 qui est clé, Pierre Ayret qui va lancer EDF dans le nucléaire dès les années 50, Guillaume, Lény à Framatome, tous ces gens-là ont conduit eux-mêmes des chantiers de centrales électriques. Ils ont construit des centrales hydrauliques, ils ont construit des réseaux de transport, ils ont construit des usines, et donc ils savent ce qu'exige la conduite des grands projets industriels. Voilà. Alors maintenant, changement de décor, on passe en Chine. Voilà. Et donc la Chine et la maîtrise industrielle des technologies bas carbone. Alors la Chine, à la différence des États-Unis qu'on va voir après, elle dispose de peu de gaz et de pétrole, et elle a des besoins en énergie considérables. Et enfin, c'est le tissu industriel. Son tissu industriel est vraiment remarquable. Elle est, comme on dit, la manufacture du monde. Et donc sa stratégie énergétique est claire,
elle veut être le leader sur les technologies bas carbone. Et effectivement, c'est pas mal réussi. Quand on regarde les panneaux photovoltaïques, c'est l'exemple que je vais retenir, depuis 2010, c'est vraiment très impressionnant. On voit que ces coûts sont pratiquement à la moitié des coûts de production européens si on devait réintégrer la chaîne entière en Europe. Et sa part de marché est très impressionnante aussi, puisqu'elle détient à peu près 80%, plus de 80% de part de marché dans le monde. Et sachant que pour un certain nombre de points clés comme les wafers, on est à plus de 95%. Donc la Chine va franchir les étapes de prototypes, de démonstrateurs successivement. En fait, il faut réaliser qu'elle part dans cette stratégie clairement dès la fin des années 90. Là encore, le résultat apparaît à partir des années 2010. C'est quelque chose qui s'est anticipé sur les 10 ou 15 ans qui précèdent pour que les premières phases de prototypes, de démonstrateurs, de montée en puissance de la recherche et de l'industrie puissent être en place, si je puis dire, pour passer au stade des méga-factories et du déploiement massif. Et tout ça grâce à un pilotage industriel et scientifique de l'État qui va se faire autour de 4 leviers de productivité: rapprocher les laboratoires et les usines et diffuser les innovations de procédés le plus vite possible. C'est l'exemple typique des fils de diamant pour couper les wafers, qui est un point clé. Cette innovation avait été faite en Europe, les Chinois vont la reprendre, elle était 10 fois trop chère encore chez nous, et ils vont être capables de trouver le moyen de la rendre 10 fois moins chère. Ça illustre complètement les slides de Kyle Rapper tout à l'heure. On commence par faire une machine à vapeur qui a un rendement très mauvais. L'idée est bonne, mais elle est vraiment pas très efficace. Et puis les Chinois, ils arrivent et ils transforment la machine à vapeur en montant le rendement de moins de 1%, comme c'était au début, jusqu'à 15-20%, comme ça le sera pour les dernières dans les locomotives. Il faut veiller à la compétitivité des intrants par un tissu industriel performant et une électricité bon marché. Le troisième point clé, on le voit dans les journaux aujourd'hui tous les jours, c'est qu'ils contrôlent les matériaux critiques et leur raffinage. Et puis le quatrième, c'est qu'il faut remonter la chaîne de la valeur sur les machines-outils, ce qui va se faire au détriment des Allemands. Donc comme je le disais, c'est bien ça qui fait qu'à l'arrivée, les coûts sont 2 fois plus faibles qu'en Europe. Et donc cette maîtrise industrielle doit beaucoup à la visibilité et la cohérence des politiques publiques, ainsi qu'aux compétences scientifiques et industrielles des dirigeants politiques. Alors, je voudrais juste ajouter là qu'il y a quand même 2 faiblesses réelles. D'abord, des normes environnementales et sociales moins exigeantes, mais surtout un surinvestissement, un suréquipement de la Chine très excessif, qui montre sa difficulté à dimensionner, au fond, ses choix d'investissement. On revient un peu sur la question de Dominique Chauvin tout à l'heure, la question de la qualité des institutions pour canaliser correctement les fonds et faire ensuite, avec une bonne prospective, ce qu'il convient. Mais qui pose un problème pour l'économie de la Chine, c'est quand même beaucoup d'inefficacité pour les Chinois, mais c'est surtout un problème pour notre souveraineté à nous. Et on le voit aujourd'hui avec les faillites des dernières entreprises qui fabriquaient le photovoltaïque et les modules en Europe. Donc un mot sur les États-Unis. Alors les États-Unis, eux, sont particulièrement bien dotés en pétrole et en gaz, pratiquement en toutes les sources d'énergie. Et en plus, ils héritent du XXe siècle le statut de leader industriel et scientifique de la seconde révolution industrielle. Donc leur principal objectif, c'est en fait de conserver ce leadership en étant toujours en avance et toujours au meilleur niveau sur les technologies d'avenir. Et ça, c'est vraiment la compétence de l'État fédéral. Une bonne partie de la responsabilité en termes de mix énergétique, ce sont les États fédérés, beaucoup plus décentralisés qu'en Europe. Mais par contre, la préparation de l'avenir, ça, c'est vraiment un problème pour l'État fédéral. Et donc, c'est le rôle de l'État fédéral d'assumer cet objectif en s'appuyant sur le département de l'énergie, qui est un département très puissant en termes de compétences industrielles et économiques. Rien à voir avec ce qu'on a en France. Et qui a joué un rôle, d'ailleurs, particulièrement important, notamment dans l'avance des États-Unis sur le photovoltaïque, comme pour soutenir les innovations dans les gaz de schiste. C'est parce que le département d'énergie a mis de l'argent juste après le choc pétrolier dans les gaz de schiste qu'en 2005-2010, les chercheurs texans un peu fous qui pariaient sur la technologie vont l'avoir. Pareil sur les photovoltaïques.
Et puis, il faut toujours avoir en tête aux États-Unis le rôle clé de la défense et du Pentagone. Les besoins militaires suffisent en fait à garder le meilleur niveau dans des domaines comme le nucléaire et le spatial. Il y a autant de réacteurs de propulsion militaire que des réacteurs civils aux États-Unis. D'où l'intérêt évidemment des Américains pour piloter et pour bénéficier de toutes les innovations concernant les SMR. C'est un intérêt militaire d'abord. Hein. Et d'ailleurs, je rappelle juste, on parlait de la France colbertiste, hein, mais enfin, le programme de réacteurs de propulsion militaire piloté par l'amiral Rickover reste tout de même le grand modèle de grands projets industriels pilotés par l'État et mobilisant en même temps les grands laboratoires publics comme le CEA, Argonne, Idaho, etc., et l'industrie privée, Westinghouse et General Electric. Mais le tissu industriel américain s'est cependant lui aussi beaucoup affaibli ces dernières années, notamment en comparaison de la Chine, d'où la nécessité de mettre en place des systèmes complémentaires, dont le fonctionnement, à mon avis, mérite d'être mieux compris, parce que je crois que souvent on n'a pas complètement en tête la façon dont il fonctionne. Alors, il y a évidemment l'Inflation Reduction Act de 2022, qui est très important, je ne vais pas en parler, mais je préfère juste me focaliser sur celui qui est moins connu, ARPA-E, qui est celui qui est moins connu, donc ARPA-E. Alors, ARPA-E, c'est au fond l'équivalent du volet énergie de nos plans d'investissement d'avenir. Alors, vous voyez, ARP, c'est Advanced Research Programme. Et en fait, ARPA-E, c'est vraiment l'idée initiale, c'est DARPA, Defense ARPA, et donc lancé en fait, dans la fin des années 50 pour rattraper la Russie sur le plan du spatial par le ministère de la Défense. Et ça a donné aussi BARDA. BARDA, B, c'est Biological, ou Bio, c'est tout ce qui concerne. Et donc, c'est BARDA, c'est ce qui a été mis en place en 2006, je crois, et c'est ça qui a donné les vaccins. Hein, c'était un des canaux de financement des vaccins pour le Covid. Donc, ARPA-E, et là, ce qui me paraît intéressant, je voudrais juste insister sur 2 points. C'est une organisation différente, justement, qui sont liées à l'organisation, en fait, d'ARPA-E, qui, à mon sens, est bien plus efficace que nos plans d'investissement d'avenir et dont on pourrait s'inspirer, parce que sinon, l'idée du plan d'investissement d'avenir est vraiment une bonne idée. ARPA-E, c'est en fait une fusée à 3 étages. Et pas seulement un seul étage. Ce n'est pas seulement le seul étage du financement et des appels d'offres. Il y a les 2 étapes précédentes. Les 2 étapes précédentes, les 2 autres étages, c'est une prospective technologique de qualité à plusieurs décennies, globale, et puis ensuite des plans stratégiques par stratégie, photovoltaïque, nucléaire, batterie, par technologie à 10 ans. Et puis le pilotage de ces 3 étapes, successives et cohérentes, mobilise les meilleurs scientifiques et les meilleurs industriels, y compris dans la phase d'allocation des financements et d'organisation des appels d'offres, pas uniquement dans la phase de prospective technologique. Voilà. Donc je dis ça parce que pour avoir travaillé un peu sur et avoir été auditionné par ces groupes à Washington, c'est quand même assez impressionnant quand on voit le tour de table. 3 remarques pour conclure et passer aux questions. Là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, 3 remarques pour conclure. Donc, première remarque, comme je le disais en introduction, on entend à nouveau les mots d'industrie, de planification et d'État. Je pense que c'est effectivement quelque chose de positif, parce que ça correspond vraiment aux enjeux dont on a besoin pour réaliser la transition énergétique. Mais on constate, me semble-t-il, un écart très fort entre les mots et les choses. Pour être peut-être un peu caricatural, je dirais que la planification conçue par Jean Monnet, qui doit hiérarchiser, comme je le disais, ne doit pas se dissoudre dans une myriade d'objectifs non priorisés, et l'État a mieux à faire probablement que d'être un distributeur de subventions. Parce que je pense que l'idée, c'est quand même de faire des choses qui soient justement économiquement très rentables. On a mis un peu d'argent dans le nucléaire au stade des prototypes ou des démonstrateurs, c'est quelques dizaines de millions d'euros, quelques centaines de millions d'euros, peut-être 1 milliard, 2 milliards, et puis après, le déploiement massif, là, c'est des dizaines de milliards d'euros qui sont en cause. Et donc là, il ne faut pas faire des subventions. L'objectif, c'est de gagner, grâce à ça, des dizaines de milliards d'euros. Donc, il y a vraiment un problème, savoir quand l'État doit mettre de l'argent et c'est à quel moment.
le moment opportun pour mettre de l'argent. Et donc, il me semble qu'il faut retrouver la pleine signification de ces mots, reconnaître avec modestie nos faiblesses, c'est le début de la sagesse, en termes de prospective, de maîtrise industrielle, pour avoir une chance de les surmonter. La deuxième remarque, c'est que la souveraineté énergétique, comme on l'a vu, elle repose sur deux jambes. L'efficacité économique dans la durée et la résilience face aux crises. La maîtrise industrielle, c'est la clé pour l'atteinte de ces deux objectifs, et elle passe par la capacité à conduire de grands projets industriels de services publics. Alors ça, c'était plus tellement dans l'air du temps, donc je pense qu'il faut vraiment réaliser, tout simplement, qu'il faut changer de logiciel. Et puis enfin, l'enjeu le plus important, à mon sens, c'est celui des compétences et des valeurs des responsables et des dirigeants, et donc celui d'une formation exigeante pour ces responsables, une formation systémique, tournée vers l'action, concernant les sciences et l'industrie, avec l'histoire et les humanités, comme on l'a vu dans le premier exposé, et au service d'un projet de développement qui mérite notre engagement. Merci beaucoup pour votre attention.